Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière visite virtuelle du Tour de la biométhanisation 2021 organisée par Valbiome. Donc voilà, nous allons faire une courte introduction ici en attendant que tout le monde se connecte. Donc il y avait un peu plus d'une centaine d'inscrits aujourd'hui et donc vous êtes déjà 40 à vous être connectés. Donc merci à tous pour votre participation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'organisateur de ce tour, c'est Valbiome. Donc, Valbiome, c'est une ASBL qui stimule et accompagne les initiatives durables qui intègrent la production de biomasse et sa transformation en énergie et matériaux. Et donc, cela passe par différentes actions. Donc, on accompagne surtout les porteurs de projets dans leurs projets biomasse. Nous inspirons, on conseille les autorités publiques. On stimule l'échange d'expertise et la collaboration entre les professionnels du secteur. On identifie, on dynamise les nouveaux débouchés porteurs pour le secteur primaire. On essaye de sensibiliser un maximum les publics à une économie biobasée. Et nous sommes donc un centre d'information de référence du secteur en offrant une expertise scientifique de qualité. Et Valbiome, c'est un réseau de 194 membres qui rassemblent des centres de recherche, des agriculteurs, des pouvoirs politiques, des universités, des coopératives et bien d'autres. Et être membre de Valbiome, c'est bénéficier de nombreux avantages. C'est notamment la possibilité d'intégrer donc, un réseau spécialisé, c'est la possibilité d'augmenter votre visibilité car nous référençons donc, votre activité et nous relayons vos actualités. Vous profitez également de tarifs préférentiels pour nos événements Valbiome, pour des services de consultance, etc. Et vous participez surtout à la vie de Valbiome avec notamment un droit de vote à l'Assemblée générale ou la possibilité d'intervenir dans des décisions via le conseil d'administration de l'ASBL, etc. Et donc, si vous êtes convaincu de faire partie de ce réseau, de faire partie de la vie de cette ASBL et de sa mission, n'hésitez pas donc à visiter notre site internet ou à nous contacter. Donc voilà, le tour de la biométhanisation en 2021 rassemblait donc 3 visites. Donc nous avons commencé avec Synergie le 30 mars 2021, puis nous avons visité la micro-unité de biométhanisation à Momigny le 27 avril et nous sommes à la fin donc de ce cycle de visites à la ferme de la Roche-Madou, dont le thème est la biométhanisation pour fournir du bio-CNG et sécher du bois. Et donc, bientôt, tous les replays de ces 3 événements seront disponibles. Donc, si vous avez raté une visite, ne vous inquiétez pas, tout arrive bientôt. Alors, cet événement est possible grâce au soutien donc, de la Wallonie, mais également donc, de nos membres Valbiome, donc Coretec Énergie, Biospace, Émission Zéro, Flameco, Biométhane du Bois d'Arnel, Cogen Green et Van Lac Group. Ce sont des visites qui sont aussi rendues possibles, surtout grâce à la participation des porteurs de projets, donc qui nous ont permis de venir voir leurs unités et qui ont pris le temps de nous recevoir. Donc, je tiens à remercier M. Ludovic Pierrard et M. François Corbiot pour Synergie, M. Benoît Archambault pour Momigny et enfin M. Daniel Coulonval pour aujourd'hui pour la ferme de la Roche-Madou à Vérouinval. Alors, au niveau du programme, donc voilà, moi je vous accueille, je suis Aurore, chargée de communication donc à Valbiome. Ensuite, nous avons la chance d'avoir un mot d'introduction réalisé par M. Willy Borsu, donc, qui est le vice-président de la Wallonie, ministre de l'économie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'innovation, du numérique, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'IFA-PME et des centres de compétences. Ensuite, mon collègue Mathieu vous parlera donc du bio-CNG, un carburant méconnu aux multiples vertus. Ensuite, nous ferons la visite virtuelle de l'unité et nous terminerons les conférences avec l'intervention de Jean-René Pouzin, qui est donc responsable mobilité chez Prodeval. Enfin, nous clôturerons donc cet événement par une séance de questions-réponses et nous nous quitterons vers 11h15. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore habitués donc, de cette plateforme Livestorm, donc, il y a un onglet blanc sur le côté de votre écran avec plusieurs options. Donc, il y a l'option chat pour discuter avec les autres participants. Il y a également l'onglet sondage, donc on utilisera à la fin de cet événement pour que vous nous donniez votre avis sur ce qu'on vous a proposé. Et enfin, il y a l'onglet questions, donc qui est hyper important pour la session questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions dans cet onglet-là, en précisant de préférence à qui votre question s'adresse, en mettant un petit arrobase devant votre question.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse tout de suite la parole à notre ministre. Oups. Et voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Félicitations à Valbiome et à l'ensemble des partenaires et des participants à cette organisation et à cette journée d'études. Je pense que en Wallonie, vous le savez, on n'a pas de montagne, en tout cas pas de haute montagne, on n'a pas de mer, on a du vent, bien sûr, mais on a surtout de la terre, on a surtout des agriculteurs, on a des chercheurs, des investisseurs, et nous avons ensemble des idées. C'est finalement ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque, on le sait, la biométhanisation peut être un vecteur de production d'énergie verte, mais aussi de valorisation de déchets, par exemple de l'industrie alimentaire ou de sous-production agricole, peut valoriser aussi, par exemple, des résidus forestiers ou bien encore, subsidiairement, des productions végétales directes et d'autres éléments encore, par exemple, de restes alimentaires de façon générale. Et en explorant de façon très professionnelle la biométhanisation, on s'inscrit pleinement dans les objectifs qui sont aussi bien les objectifs fédéraux que les objectifs de la déclaration de politique régionale, mais aussi dans les objectifs européens, que l'on réfléchisse en termes d'économie biosourcée ou que l'on réfléchisse en termes de Green Deal, qui est vraiment une des lignes directrices de l'actualité européenne. Il est clair que nous sommes à cet égard vraiment au cœur d'objectifs qui sont essentiels à l'évidence. Il faut pour ce faire que nous puissions bien sûr maîtriser l'ensemble des techniques, que l'on puisse avoir des modèles qui sont économiquement stables, une législation qui elle-même est suffisamment pérenne dans le temps, de manière à pouvoir permettre à cet investissement de trouver sa place dans nos objectifs très ambitieux par ailleurs de production d'énergie renouvelable. Je voudrais encore indiquer que nous étions très récemment à Fleurus avec mon collègue, le ministre Philippe Henry, en train d'inaugurer une station de production de biométhanisation avec injection directe du gaz naturel vert, donc produit sur le réseau. On arrive à des modèles qui sont de plus en plus aboutis, avec aussi la création d'emplois locaux, d'emplois de proximité, et une filière qui est amenée à se structurer petit à petit. C'est évidemment notre souhait, c'est aussi pour le monde agricole une façon de valoriser un certain nombre de ces sous-produits, peut-être une diversification, et à l'évidence une façon de s'inscrire à côté de cette mission nourricière que l'on connaît bien sûr et qui est tellement centrale pour le monde agricole, dans des modèles d'économie circulaire où la production, où la ressource sont réutilisées, sont valorisées au maximum dans des cycles qui sont de plus en plus complets. De façon plus générale, on le sait, la combinaison entre production végétale, entre agriculture et énergie, exploitation agricole et énergie, est une combinaison qui mérite d'être aussi complètement analysée, puisque la ferme, elle va produire peut-être des différents éléments végétaux, les inclure dans un processus de biométhanisation et de production d'énergie verte, mais il y a peut-être d'autres sources de production d'énergie, au départ par exemple de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments agricoles, la valorisation peut-être du potentiel venteux avec une éolienne de proximité, d'autres éléments qui peuvent en même temps contribuer finalement à constituer soit des revenus complémentaires pour les producteurs ou une diminution de leurs dépenses à travers les postes énergétiques, mais en même temps contribuer à la réalisation de nos objectifs environnementaux et climatiques. On est donc dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant-gagnant, et vraiment merci à toutes celles et ceux qui peuvent, à travers leurs connaissances techniques, le partage de celles-ci, l'information, la déclinaison dans différentes situations, la recherche et ce que permet en termes d'évolution de cette recherche, à toutes celles et ceux qui vont donc ainsi permettre à la biométhanisation d'occuper une place de plus en plus large dans le panel de nos réponses aux enjeux climatiques et de notre production d'énergie renouvelable. Très très bonne journée de travail à chacune et à chacun d'entre vous.
Voilà, donc sur ces mots inspirants de notre ministre, que je remercie chaudement, ainsi que son équipe pour ce message inspirant pour la filière biométhanisation en Wallonie, je laisse la parole à mon collègue Mathieu. Voilà Mathieu, la parole est à toi. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien, sinon Aurore, tu me le signaleras. Écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette troisième journée. Je pense que vous commencez à me connaître, pour ceux en tout cas qui étaient déjà là. Donc, je suis Mathieu Schmitt, chef de projet biométhanisation, et je vais bien entendu vous parler du bio-CNG, qui est, je pense, un carburant encore assez méconnu, mais qui a de nombreuses vertus, et je vais essayer de vous en parler un petit peu. Alors, pour commencer, je vous propose quelques rappels. Déjà, c'est quoi le CNG? C'est quoi le bio-CNG? Parce qu'il y a plusieurs acronymes, etc. Donc, le CNG, c'est un acronyme de l'anglais, hein, Compressed Natural Gas, donc gaz naturel comprimé. Alors, à ne pas confondre avec le GPL ou LPG en anglais, qui est du gaz de pétrole liquéfié. Hein, il y a souvent la confusion du fait que les deux sont présentés comme des gaz, mais c'est tout à fait différent, ce n'est pas la même molécule. Le gaz naturel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est essentiellement du méthane, hein, CH4, et là où c'est important de comprendre ça, eh bien, c'est que cette molécule, elle a des propriétés qui lui sont propres. Et à pression et température atmosphérique, eh bien, si vous avez 1 litre d'essence, 1 litre d'essence est équivalent à 1000 litres de méthane en termes de volume. Alors, de là vient le besoin de la compression. Cette compression, elle a pour but de faire diminuer la taille du réservoir, parce que sinon, ce serait absolument pas viable. Et donc, d'un point de vue technique, tout ça s'est stabilisé depuis longtemps vers des réservoirs à 200 bars, ce qui permet en gros d'avoir un équivalent de 1 à 5 en termes de volume. Donc, pour avoir l'équivalent d'1 litre d'essence, vous aurez 5 litres de gaz comprimé, de réservoir à gaz comprimé. Petite parenthèse aussi, ce n'est pas du tout un développement nouveau. Il y a de nombreux pays dans le monde où les voitures qui fonctionnent au gaz naturel sont implantées par millions depuis plusieurs décennies. Alors, le gaz naturel, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il est plus ou moins riche en méthane selon la source de ce gaz, selon où on se trouve finalement dans le monde. Alors, en Belgique, on a deux qualités de gaz, le gaz L et H, de basse, entre guillemets, qualité et de haute qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence de pouvoir calorifique entre ces deux qualités est d'environ 10%. Alors, ça veut dire quoi finalement, concrètement? Eh bien, ceux qui ont des véhicules CNG se sont peut-être rendus compte que dans certaines pompes, on a en gros des euros. Alors, l'unité de vente, c'est l'euro par kilo. On a parfois des kilos à 90 centimes et d'autres à 1 euro hein, environ. Certains ont pu penser, quelle bonne affaire j'ai réalisée, j'ai trouvé une station à 90 centimes, alors que la dernière fois, j'ai tanké, comme on dit, à 1 euro le kilo. Alors en réalité, vous n'avez pas fait une bonne affaire. Vous avez seulement trouvé une station qui utilise du gaz de basse qualité et vous en avez eu pour votre argent et donc vous avez finalement payé sur l'énergie la même quantité en euros par unité d'énergie. La différence, par contre, c'est que si vous tankez en basse qualité, vous aurez moins d'autonomie puisque vous chargez un gaz moins pur en énergie qui prend plus de place, disons, pour la même quantité d'énergie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le bio-CNG? C'est très simple, c'est du CNG. Donc, on vous a parlé du biométhane, notamment avec l'unité de synergie. Eh bien, c'est ce biométhane, ce biogaz, une fois qu'il a été épuré, qu'il est biométhane, au lieu de l'injecter dans le réseau de gaz naturel, eh bien, on va le comprimer à 250 bars environ, de manière à ce que le gaz puisse ensuite être injecté à 200 bars dans les réservoirs. Et il devient, d'une certaine manière, tout simplement du bio-CNG. Alors, ça demande une consommation d'électricité supplémentaire, mais c'est très simple en termes de transformation, disons, physique. Sur l'aspect technique pour les moteurs, etc., il n'y a pas de différence particulière. Par contre, là où c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on a intitulé cette présentation carburant aux multiples vertus, eh bien, c'est sur l'aspect environnemental, puisque évidemment, ce bio-CNG a des bilans qui sont à peu près ceux du biogaz. Alors, on peut environ conclure que c'est 5 fois moins émetteur de CO2 équivalent, donc de gaz à effet de serre,
que du combustible fossile. Alors, le CNG, c'est une nouvelle filière en termes de mobilité. Ça demande du coup un déploiement et c'est toujours le problème de l'œuf ou la poule, comme on dit. C'est-à-dire que le consommateur veut des stations et les stations veulent des clients, des consommateurs. Donc, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, il y a vraiment un effort de plusieurs entreprises pour développer et aller de l'avant vers ce carburant. Alors, avant tout, CNG, donc dans sa version fossile, ce qui permet néanmoins des économies de gaz à effet de serre, je pense, par rapport à des cycles diesel de 20 à 30% en termes de gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, en Wallonie, c'est environ 40 stations CNG, environ le même nombre qui sont en cours de développement. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à contacter Didier Hendrix de Gaz.be qui s'occupe également de la partie véhicules au gaz naturel. Il y a une station bio-CNG qui a ouverte. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire le petit article qu'on a publié sur le Valbiomag il y a quelques semaines, sachant que cette station fonctionne sur le principe d'échange de garantie d'origine. Donc, elle n'utilise pas en réalité du gaz qui a été physiquement produit en Wallonie ou même en Belgique. Le parc aujourd'hui, c'est environ 2500 véhicules légers CNG. Et enfin, dernièrement, avec tout ce qui est Covid, évidemment, le marché du CNG expérimente une certaine stagnation. Note importante aussi, et à nouveau, je vous invite à voir le Valbiomag où on a publié une brève sur l'aspect de la réglementation et de la mesure des gaz à effet de serre au pot d'échappement, sachant que un des éléments qui perturbe ou qui bloque un peu l'acceptation notamment du bio-CNG pour le futur, eh bien, c'est que la Commission européenne qui impose des émissions aux constructeurs de véhicules, eh bien, se base sur les émissions au pot d'échappement uniquement et non pas sur le cycle de vie complet. Or, le bio-CNG, alors c'est un carbone qui est cyclique et donc qui n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique, ça c'est vraiment communément accepté. Néanmoins, au pot d'échappement, il y a du CO2 évidemment puisqu'on brûle du méthane. Et à partir de là, eh bien, un véhicule au bio-CNG aujourd'hui n'est pas mieux considéré finalement qu'un véhicule au gaz naturel parce que on va le comparer à des voitures électriques qui n'ont pas de pot d'échappement, mais qui néanmoins, si elles étaient considérées sur leur cycle de vie, n'auraient pas un meilleur bilan que des véhicules bio-CNG. Donc voilà, ça pose un vrai souci pour les constructeurs automobiles et il y a en ce moment des actions de communication et de lobbying pour tenter de faire changer cela. En Wallonie, donc, il y a le plan Wallon Énergie-Climat, qui est le plan qui va être regroupé au niveau fédéral pour les engagements belges à horizon 2030 au niveau de la Commission européenne. Il est en cours d'écriture, ou même plutôt de réécriture, puisqu'il y a déjà eu une première version. Sachez qu'il y a une place pour le bio-CNG, une place tout à fait significative. Je pense que le ministre Borsu nous a laissé comprendre ça aussi. Gaz.be a fait réaliser une étude par SIA Partners, qui est un bureau d'études, qui va apparaître bientôt et qui tente de prévoir la part de bio dans le CNG et dans le LNG. Alors, le LNG qui est la version liquéfiée cette fois-ci, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, avec des parts de bio tout à fait conséquentes. Au niveau donc des objectifs CNG du plan, comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine révision qui est en train d'être menée par Gaz.be, étant donné une certaine stagnation dans la pénétration du marché par ces véhicules. Et enfin, les cadres réglementaires bio-CNG ou bio-GNL sont en cours au niveau du fédéral. Voilà, pour ces aspects-là, je vous invite à prendre contact si ça vous intéresse, en tout cas avec Gaz.be. Alors, entrons dans le vif du sujet. Très concrètement, du bio-CNG à la ferme, c'est un peu le sujet du jour. De quoi parle-t-on? Alors, le principe, il est très simple. Il est qu'on arrive sur une unité de biométhanisation, disons, traditionnelle, en tout cas ce qu'on a l'habitude de voir en Wallonie. Donc, un biométhaniseur qui produit du biogaz qui est légèrement filtré et qui va aller vers une cogénération. Cette cogénération produit de l'électricité et de la chaleur. Alors, sur cette unité existante, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir ajouter en parallèle un module d'épuration, donc pour retirer le dioxyde de carbone essentiellement, et de compression,
qui va pouvoir aller vers un module de distribution pour bien des utilisateurs. Seulement, vous vous doutez que si on a séparé le CO2, où est ce flux de CO2? Eh bien, ce flux de CO2, il est là. C'est ce qu'on appelle en anglais le off-gas ou effluent gazeux. Et comme il n'y a qu'un étage de filtration, et je pense que M. Jean-René Pouzin de la société Prodéval en parlera, eh bien, il y a un retour de ce off-gaz dans le biodigesteur. Ainsi, il n'y a pas de rejet de méthane, notamment, à l'atmosphère, puisque ce off-gaz en contient encore des quantités significatives. Donc, on est sur un principe de filtration membranaire et dans le cadre d'unités comme Synergie, je pense que le module de Prodéval standard va fonctionner avec 3 étages de filtration. Alors, évidemment, c'est plus coûteux, c'est-à-dire que le off-gaz issu de la première filtration va aller vers une seconde, vers une troisième. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais dans le principe, voilà, le but est vraiment d'épuiser, disons, ce flux et d'en retirer tout le méthane, ou en tout cas au moins à 99%. Dans le cadre d'un petit module à la ferme, et étant donné les échelles qui, évidemment, entraînent des coûts spécifiques plus élevés, eh bien, le choix, je pense, technique a été de se porter vers un seul étage. Et c'est pour ça qu'on a un off-gaz qui est plus riche en méthane que ce qu'on a sur une unité d'injection, qui valoriserait tout son biogaz ainsi. Résultat, donc on renvoie ce off-gaz et donc vous comprenez qu'il y a, dans une certaine mesure, une dilution du biogaz en termes de taux de méthane. Et donc, on ne pourrait pas se permettre de fonctionner avec un module agri-GNV en 100% valorisation du biogaz. Et donc, c'est un module qui va vraiment venir se coupler et venir être complémentaire d'une cogénération en place. Et donc, c'est important de bien comprendre ça. Il pourrait y avoir évidemment des systèmes qui produisent exclusivement du bio-CNG à la ferme et sans cogénération. Ça demanderait une configuration technique différentes. Alors, à nouveau, le vif du sujet sur le coût de production, toujours évidemment la question que chacun se pose. Là, j'invite vraiment Jean-René Pouzin à corriger les chiffres si jamais il y a des erreurs. Il n'y a pas encore de module, je pense, Agri-GNV en place en Wallonie, donc les chiffres ne sont pas nombreux. Donc voilà, moi, les chiffres que j'ai pu obtenir. Donc, on va parler par exemple d'un module capable de traiter 20 mètres cubes de biogaz à l'heure, environ 10 mètres cubes de méthane à l'heure en termes de production. Et donc, si ce module vient à fonctionner 8760 heures, donc 100% de l'année, donc c'est vraiment le maximum théorique, eh bien, on va produire 967 MWh PCS par an. Alors, à côté de ça, vous avez un investissement pour un équipement qui est de l'ordre de 250 000 €. Il y a une filtration du biogaz à améliorer pour préparer le gaz avant les membranes. Et puis, il y a évidemment un aménagement, accordement, un peu de génie civil. Donc, on est sur environ 400 000 €. On a une maintenance qui va être considérée à 5,5% du CAPEX de la partie électromécanique. Et on se retrouve ainsi à 22 000 € environ et un coût d'exploitation qui va augmenter en termes de consommation électrique puisqu'il y a une compression supplémentaire. Alors, comme on a une cogénération en place et que généralement elle produit de l'électricité en excédent, eh bien on va considérer que cette électricité est au coût de la revente du réseau à 40 € environ, ce qui nous fait 3 000 € d'électricité en plus, en termes de manque à gagner finalement de vente sur le réseau. On a fait des calculs en estimant une durée de vie d'environ 10 ans. Alors, ça, ce sera d'ailleurs intéressant d'avoir le retour de Prodéval là-dessus. C'est une hypothèse de calcul. Et donc, on a un module, une fois qu'on a tout additionné, CAPEX, OPEX, va se retrouver environ à 65 000 € par an pour une production théorique maximum de 967 MWh et donc 67 € par MWh. Alors, ceux qui sont peut-être dans le domaine se disent, c'est bien gentil tout ça, mais où a-t-il comptabilisé le biogaz? Eh bien, évidemment, on s'arrête à 67 si on ne compte pas le biogaz, mais si on rajoute le coût de production du biogaz, l'installation de biogaz, les intrants, la main-d'œuvre, la maintenance, on estime environ 60 à 80 € par mégawattheure de coût de production du biogaz brut. Et donc, finalement, si on intègre tout cela, eh bien, on se retrouve avec un coût du bio-CNG tout compris de l'ordre de 150 € par mégawattheure PCS. Alors, comment ça se compare avec du gaz naturel?
eh bien, sachez qu'aujourd'hui, quand on vend 1 euro le kilo de gaz naturel de haute qualité à la pompe, on est environ à 63 euros du mégawattheure. Et donc, vous voyez que ce coût, tout compris, il est 2,5 fois supérieur. Par contre, si on est dans une configuration d'exploitation où l'exploitant considère qu'il a un coût zéro au niveau de son biogaz, mais j'ai envie de dire, ça le regarde. Je pense que d'un point de vue comptable, c'est pas facile à accepter, mais lui, il peut faire ses calculs et considérer qu'il voit les choses comme ça. Si également, il fait le projet sans recherche de rentabilité, parce que dans mon 150 euros, il y a aussi une rentabilité à 8% sur le projet, eh bien, effectivement, on va tomber entre 60 et 70 euros le mégawattheure et se retrouver à peu près au coût du CNG à la pompe. Donc, dans certaines conditions, ça peut être en concurrence avec le gaz naturel, mais si on compte tout, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas naturellement rentable, malheureusement. Alors, les conclusions suite à ces chiffres, le bio-CNG, j'en ai pas parlé, mais est clairement une opportunité parce que développer un réseau de CNG, ça demande d'avoir des infrastructures gaz. Or, dans le sud de la Wallonie, il n'y a pas de gaz naturel essentiellement. Ainsi, c'est la possibilité de couvrir des zones rurales en approvisionnement pour l'utilisateur. Le bilan carbone du bio-CNG est excellent. Pour ceux qui connaissent le bureau d'études Carbone 4, qui est assez connu, et pas parce que Jean-Marc Jancovici en est l'un des fondateurs, je pense, ou associé. Voilà, les bilans sont meilleurs que de l'électrique, même sur des cycles où la voiture électrique parcourrait 200 ou 250 000 km sur sa durée de vie. Donc vraiment, on est sur des bilans qui sont excellents et qui ont toute leur place dans cette transition. La rentabilité, elle est limitée. Il faut vraiment se poser la question du soutien. Peut-être réfléchir à, aujourd'hui, on donne des primes à la voiture électrique. De quelle manière on peut aider le secteur du bio-CNG dans des ordres de grandeur comparables et en se basant sur les vertus environnementales. Voilà, c'est des questions qui sont complètement ouvertes. Et enfin, je finirai par une petite phrase de conclusion qui à nouveau vient de Carbone 4. Pour décarboner le parc automobile dans les 30 ans à venir, il faudrait non seulement favoriser la voiture électrique à batterie, mais également le CNG vert. C'est donc vraiment une partie de la solution. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous aura intéressé et je pense qu'on va maintenant partir en visite virtuelle chez Daniel Coulonval. Bonjour, Daniel Coulonval, je suis agriculteur ici à Vierves-sur-Viroin. La ferme actuelle est le fruit d'une évolution en termes donc d'agrandissement surfacique. On est passé de 35 hectares à 140 et une évolution au niveau du cheptel également avec une centaine de vaches allaitantes et une centaine de vaches laitières. La biométhanisation a toujours été objet de réflexion. Dès le départ de notre plan de développement en 1990, il y avait déjà une réflexion sur la biométhanisation que je trouvais intéressant en tout cas pour être un complément agronomique d'une exploitation d'élevage. Tous nos bâtiments sont installés avec des aires paillées et des couloirs de raclage et donc on a une quantité importante de fumier mou. On a environ entre 4 000 et 5 000 tonnes de fumier par an, c'est énorme. Et donc, avec l'évolution des contraintes environnementales, notamment ce qu'on appelle le plan de gestion durable de l'azote, le PGDA, et les mises en conformité, le projet a pris de l'amplitude dans notre tête en se disant finalement on arrive à la bonne période parce que nous avons le stock critique en termes d'alimentation d'une station de biométhanisation, parce que nous avons la matière première et parce que nous devons résoudre ces questions agronomiques. Pourquoi pas aller vers une étude de faisabilité. Et donc en 2015, nous avons commencé une étude de faisabilité. En fonction des chiffres obtenus, nous avons dimensionné notre outil en rapport avec notre capacité alimentaire et notre plan d'épandage également. Nos objectifs étaient d'avoir un projet en adéquation avec notre exploitation agricole afin de valoriser nos effluents d'élevage, de produire de l'électricité, de produire du bio-CNG, d'utiliser d'avoir l'usage maximum de la thermie disponible produite par la cogénération,
d'avoir un engrais de ferme organique de très grande qualité et d'avoir un impact direct sur l'économie circulaire dans notre environnement, notamment par le séchage de bois, par toutes les valorisations et les externalités positives de notre installation. Au niveau donc des intrants, on a privilégié de travailler avec les fumiers et d'utiliser un petit peu les refus de table et les déchets organiques de l'exploitation agricole. Et nous avons un partenariat avec la fromagerie de Chimay, où l'on récupère le lactosérum. C'est un élément très important, malgré que le taux de matière sèche du lactosérum est faible, on est aux alentours de 2 à 3%. Et donc on a un complément, je veux dire, parfait par rapport à ce que l'on voulait développer, tout en étant producteur de lait pour la fromagerie de Chimay. Donc là, on est vraiment dans nos réflexions d'économie circulaire, où finalement une molécule qui est dans le sol à Vierve, qui a fait toutes les valorisations en termes d'alimentation pour nos animaux, finalement retourne dans le sol, et même la fraction qui quitte l'exploitation et qui est utilisée à l'extérieur, finalement revient en partie sous forme de déchets. Donc là, on a vraiment quelque chose de relativement vertueux au point de vue utilisation de cette matière organique. Et donc ici, nous allons installer la station de distribution de bio-CNG. Les véhicules viendront directement de la nationale sur le site pour faire le plein de leur voiture. Notre réflexion était d'améliorer notre installation en termes de qualité de biogaz pour notre moteur et de couvrir les charges par un revenu supplémentaire. Et donc la distribution de bio-CNG est l'élément, je veux dire, qui finalement va nous permettre de couvrir cette charge supplémentaire. Et donc nous allons avoir une station qui va permettre d'épurer, de distribuer pour 15 véhicules par jour. Ça fait une flotte captive entre 100 et 150 véhicules. Ce sont l'infirmière, le kiné, le médecin, le vétérinaire, des gens qui ont vraiment une activité très, très locale. Nous avons eu une réponse favorable de l'administration communale qui a elle-même acheté un véhicule. On peut imaginer que la police locale, les agents du DNF auraient une réflexion sur l'usage d'un véhicule propre. Et donc c'est quand même mieux de se promener en forêt avec une voiture qui ne pollue pas que d'avoir un véhicule qui tourne au diesel et qui pollue. Alors en ce qui concerne la rentabilité de la distribution de bio-CNG, elle est nulle, c'est-à-dire que nous allons viser à couvrir nos charges. Et donc il est un petit peu contrariant pour nous d'être à la limite de la rentabilité, voire même pas du tout, parce que nous n'avons pas une subsidiarité qui nous permet de concurrencer en tout cas les gaz fossiles. L'utilisation de la thermie était dès le départ un sujet préoccupant pour nous, puisque évidemment nous sommes une exploitation qui est hors zone, hors cœur de village, et donc on est complètement isolé. Et de fait, l'usage de la thermie ne pouvait pas, je veux dire, alimenter un réseau de chaleur. Et nous avons eu dès le départ une réflexion pour l'usage optimum de cette thermie par rapport à encore notre environnement. Notre environnement, c'est la forêt. Évidemment, on est au pied d'une forêt de 15 000 hectares. De fait, cette réflexion sur le séchage de bois était en lien direct avec notre environnement. On a tout de suite trouvé un opérateur qui était intéressé par notre projet, c'est-à-dire de sécher du bois en conteneur. Donc une installation tout à fait simple avec comment je veux dire, des conteneurs avec un double fond, et on peut ici voir l'air chaud qui sort du conteneur et qui est chargé de l'humidité qui était contenue dans le bois. Et donc ça, c'est tout l'intérêt, c'est d'apporter pas beaucoup de thermie, mais la bonne thermie. Et l'avantage de sécher du bois comme nous le faisons a plusieurs impacts. D'une part, on a un usage raisonné et complet de la thermie disponible, avec un régulateur je veux dire, de cette thermie qui nous permet de n'avoir aucun gaspillage. D'autre part, notre client a un produit fini du bois bûche séché d'excellente qualité.
Il était convenu, lorsque nous avons fait notre étude de faisabilité, d'avoir des objectifs en termes de performance. Les performances théoriques que nous avons calculées étaient à hauteur de 92% en termes de production d'électricité, puisque l'électricité est une clé pour obtenir les certificats verts. Aujourd'hui, après 4 années d'exploitation, nous sommes à 96% de rendement électrique. Pour sécuriser au maximum notre investissement, nous avons choisi de faire un clé sur porte. Malgré la globalité d'une gestion et l'approche, les entretiens, etc., tout ce qu'on a pu rencontrer comme petites difficultés, les objectifs sont au rendez-vous. Un pan qu'il nous reste encore à développer, c'est la valorisation du digestat, qui est là aussi, je veux dire, un élément encore à exploiter. On y va étape par étape, on ne peut pas tout faire en même temps, mais je veux dire, on cherche vraiment à développer en tout cas une réflexion globale sur la valorisation du digestat. Voilà, c'était la visite virtuelle donc, de l'unité de biométhanisation de la ferme de la Roche-Madou. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez donc pu apprendre de nombreuses choses sur cette unité. Je laisse donc maintenant Monsieur Jean-René Pouzin de Prodéval faire sa présentation. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous, merci de l'invitation de Valbiom et donc merci Aurore et merci Mathieu de cette première présentation. Donc Jean-René Pouzin, je suis responsable de la partie mobilité dans la société Prodéval. Prodéval, nous sommes une entreprise aujourd'hui qui développe finalement des produits et services liés à l'utilisation de ce biogaz dans le sens où apporter des solutions à le valoriser, mais également de l'utiliser demain dans des subsides, je dirais, comme le bio-CNG, mais également comme la valorisation du CO2, par exemple, sur des systèmes d'épuration, ce qu'on va appeler haut rendement, permettant justement de définir des cahiers des charges et trouver des produits permettant à diminuer les gaz à effet de serre. Du fait de pousser, on va dire, et d'améliorer à notre échelle, on va dire, la filière méthanisation en Europe et dans le monde avec le développement de celle-ci. Donc aujourd'hui, nous sommes leaders dans le traitement et la valorisation du biogaz. Prodéval a aujourd'hui en moyenne, on a 230 unités qui seront en installation fin 2021. D'accord. Il y en aura environ 170 qui vont être en injection. Alors, injection, c'est ce que présentait Mathieu tout à l'heure, du fait de injecter du biométhane dans les réseaux de gaz. Donc, en l'occurrence, en France, avec les réseaux GRDF, GRT et dans d'autres pays, leurs homologues. On compte 280 collaborateurs. Alors, c'est des collaborateurs qui vont, on va dire, de la partie stratégie jusqu'à nos techniciens, c'est-à-dire qu'on a l'intégralité de nos services maintenance, hotline et services à l'exploitant qui sont gérés par nos techniciens en interne. C'est une particularité qu'on développe même grâce à nos partenaires dans les filiales. Aujourd'hui, on en a 4, donc une qui est depuis 4 ans, qui est l'Italie. Ensuite, le Canada, la République tchèque et très bientôt les États-Unis. Donc, ce développement pour justement développer les solutions à l'international. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, 230 références à fin 2021, 170 en injection. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, l'enjeu a été important au niveau de la structuration de l'entreprise, du fait de ce que Mathieu a également relevé de la crise qu'on a pu avoir, alors qui a été un enjeu pour tous, hein, mais également pour nous pour prioriser certaines activités, ce qui fait que là, on a une activité qui va être dense jusqu'à fin d'année pour justement réussir à intervenir et à réaliser toutes les mises en service. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure d'aujourd'hui, si vous suivez les réseaux sociaux, donc je vous invite à suivre LinkedIn ou Facebook, par exemple, de Prodéval, vous verrez qu'on est en moyenne entre 3 et 5 mises en service par semaine. Ce qui n'est pas des moindres. Alors c'est un enjeu pour l'entreprise, d'où la structuration et d'avoir des équipements les plus fonctionnels, on va dire, à la livraison pour avoir une réactivité et pour avoir une satisfaction client la plus élevée possible.
En termes de quantité de gaz injecté, on est à peu près sur 15 000 nanomètres cubes par heure. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est des quantités qui sont assez importantes, surtout quand on va relever en fait la quantité de CO2 évitée, en gros. Donc là, on est à peu près à 30 tonnes de CO2 évité par heure, ce qui est relativement important, surtout si on transpose ça finalement à la mobilité et au fait de faire circuler des véhicules légers et surtout poids lourds. Ça va nous amener donc vers un développement de stations, alors qu'on voit très clairement en France, mais que d'après ce que Mathieu a apporté, des développements également beaucoup plus larges. Alors la particularité de la France, contrairement pour le coup à la Belgique, c'est que la France, on est un peu plus en retard sur la partie station. L'électrification est très très forte. Néanmoins, on se rend compte que les véhicules, notamment les véhicules poids lourds, des bus et des 3,5 tonnes, n'ont pas d'usage, je dirais, avec de l'électrique, dans le sens où c'est très contraignant et les véhicules ne sont pas encore complètement opérationnels, je dirais, pour fournir la continuité de service que les exploitants de ces véhicules-là souhaitent. Donc la particularité, c'est d'avoir produit des solutions telles que l'appellation du produit qu'on va trouver sur votre droite, qui est le CN Green. Alors les CN Green, c'est une marque qui en fait englobe la fourniture d'équipements mobilité chez Prodeval, avec un concept qui sera toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, enfin 2 mots que j'aime beaucoup, c'est la poule et l'œuf, dans le sens aujourd'hui où les stations s'accompagnent, comme disait Mathieu, de véhicules et les véhicules attendent les stations. Et inévitablement, un usager n'achètera jamais un véhicule s'il n'a pas de station à proximité. Donc ça vient toujours vers un développement d'outils avant de développer, entre guillemets, les usages, ou moins les outils d'usage. Et c'est ce que Prodeval a fait, notamment grâce à des équipements permettant justement d'avoir des solutions, je dirais, plug and play, donc notamment celle de l'unité de M. Colomval est un bon exemple du fait qu'on est sur des unités plug and play, du fait de pouvoir les installer rapidement, je dirais, ou les mettre en service rapidement, et également de développer ces filières-là. Alors, on va parler un peu plus loin de la partie Agri-GNV, qui est justement le matériel qui concerne ce site. Donc, sur la partie développement, la partie station CN Green, qui sont les stations raccordées à des réseaux de gaz, des réseaux gaziers. Les Agri-GNV, qui sont des équipements raccordés à la méthanisation en parallèle de cogénération. Et à la fin, les bornes de distribution que Prodeval développe ses propres bornes, un peu dans la même discussion qu'on pourrait avoir autour du SAV, du fait de porter finalement une continuité de service et d'avoir la possibilité de se connecter à nos équipements pour garantir une satisfaction client la plus forte possible, je dirais. Les produits phares. Alors là pour le coup, on a eu la possibilité d'aller toucher quelques-uns des produits entre Synergie et La Roche-Mabou, dans le sens où le produit phare aujourd'hui de chez Prodeval consiste à épurer le biogaz avec les équipements qu'on va appeler le Valopur. Alors, Mathieu a tout à fait correctement introduit. Le Valopur est une épuration membranaire en 3 étages permettant d'avoir du haut rendement, c'est-à-dire d'avoir des rendements proches de 99,5% entre le gaz entrant et le gaz sortant. Donc là, ça se destine par le coût d'investissement. Alors typiquement, les références qu'on pourrait trouver en Belgique seraient, à l'heure d'aujourd'hui, alors on aurait Synergie, très bientôt Bois d'Arnel, et également Vaned, qui aujourd'hui sont équipés de ces équipements-là, d'injection de biométhane dans le réseau. Ça nécessite quand même des grosses installations, et aujourd'hui, c'est des installations soit neuves, soit qui choisissent de passer une partie de leur production qui était en cogénération ou d'augmentation de capacité, le passer en injection dans le réseau. Néanmoins, des projets comme celui de M. Colomval n'a pas la possibilité aujourd'hui d'aller injecter dans le réseau du fait de sa taille et également de sa proximité dans le réseau. Donc, un produit qui permet finalement d'accéder au bio-GNV, mais là directement sur un usage de mobilité, et le produit Agri-GNV, que je vous présenterai un peu plus loin. L'Agri-GNV est vraiment un condensé finalement entre un épurateur, donc entre un Valopur et un CN Green, c'est pour ça qu'il est vraiment au milieu, dans le sens où c'est une combinaison de ces 2 technologies, je dirais, pour avoir en entrée de l'équipement du biogaz et en sortie un bio-GNC. Le CN Green, alors là par exemple c'est une image qu'on voit à gauche et à droite, c'est une unité complètement plug and play dans le sens où les stations doivent accompagner une filière et vont évoluer
parce qu'un besoin qu'on identifie, la poule ou l'œuf, qu'on va identifier à un endroit, ne sera peut-être pas le bon dans 2-3 ans. Et le but d'accompagner cette filière également est d'avoir des équipements permettant de bouger et surtout d'évoluer. Typiquement, celle que la photo que vous voyez, c'est une installation qui est dans les monts du Lyonnais, proche d'entre Lyon et Saint-Étienne en France. Et cet équipement-là, c'est un équipement qui a commencé avec 6 véhicules lourds. Et fin d'année, elle passera avec une unité qui sera 10 fois plus grosse pour accueillir environ une trentaine de poids lourds par jour. Ça n'aurait jamais marché si la première machine, on ne l'avait pas mise et si on avait montré que ce modèle marchait. Ensuite, des équipements qui sont liés à l'épuration de biogaz. Donc, le valotherme, qui est une chaufferie biogaz pour entretenir la chaleur du digesteur, ça va se destiner que aux unités qui vont être en injection et uniquement en injection. Vous savez probablement aussi bien que moi qu'une unité de cogénération n'a pas besoin fondamentalement de chaleur du fait de sa production induite, je dirais. Le Valopack Valogaz, Valopack qui est un système de filtration, je dirais, en amont de l'épuration. Mathieu en a également parlé du fait, c'est ce qu'on va appeler un polishing du biogaz, du fait d'enlever les impuretés, que ce soit les COV, les composés organiques volatiles et l'H2S, et le Valogaz, qui est un équipement qui permet de sécher le biogaz en entrée des équipements. L'enjeu va être aujourd'hui d'entretenir tous ces équipements via les services. Donc aujourd'hui, je vous amenais un peu ça en préambule, comme quoi l'intégralité des services aujourd'hui est gérée via Prodeval, via des recrutements qui sont faits en interne, avec des techniciens postés, du fait d'avoir une intervention la plus rapide possible. Donc ça va vers le service de maintenance et de diagnostic, qui est très fort, avec une supervision 24/24, grâce à de la supervision et des hotliners qui sont en interne chez nous. Alors, on va pousser plus loin grâce à de l'hypervision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir suffisamment de retours d'expérience, je dirais, ou des valeurs permettant de diagnostiquer finalement en amont et de voir quelles seraient les pannes qui peuvent arriver dans les prochains mois. Alors, c'est quelque chose qui est entrepris de façon à justement pouvoir diminuer, je dirais, et provisionner les pannes, je dirais, qui peuvent venir sur les sites. Ce que Daniel exprime tout à l'heure au cours de ces 4 années d'exploitation. Il y a des choses qui arrivent et dans les faits, autant les prévenir pour pouvoir agir. Évidemment, 2 points qui sont la performance et la disponibilité qui rentreront dans tout contrat afin d'avoir la qualité la plus élevée, on va dire, de satisfaction pour un matériel de qualité et une disponibilité la plus forte sur les produits. Petit focus sur la station en elle-même. Donc, comme l'expliquait Mathieu, aujourd'hui, donc on va partir finalement de la collecte des déchets avec une méthanisation, donc soit en cogénération, soit en épuration. En épuration, injection dans le réseau. Alors là, en l'occurrence, c'est GRDF pour une typologie France. Et la mise en place d'un équipement, c'est Green qui peut être à quelques mètres, je dirais, de l'injection, mais également à plusieurs kilomètres. Donc là, ça répond finalement aux garanties d'origine de l'installation bio-CNG qui est aujourd'hui présente sur votre territoire. L'AgriGNV, quant à lui, va se destiner en parallèle de cogénération entre la production d'électricité verte. L'AgriGNV, alors il va y avoir 3 modèles d'équipement aujourd'hui standardisés. On parle de normomètres cubes en entrée, donc 10 normomètres cubes, 20 normomètres cubes en entrée, 40 normomètres cubes en entrée. En l'occurrence, celle qu'on va voir, c'est un équipement de 20 normomètres cubes en entrée qui va donc produire l'équivalent de 10 normomètres cubes de biométhane, donc environ 8 à 9 kg par heure de gaz. Tout en sachant, pour vous donner les volumes, Mathieu l'a un peu introduit, aujourd'hui un véhicule léger, c'est environ 16 kg de gaz stocké dans le véhicule qui va donner une autonomie environ de 400 à 500 km. Les poids lourds, quant à eux, peuvent aller jusqu'à 240 à 200-220 kg suivant la configuration du véhicule. Donc l'AgriGNV est un équipement finalement qui est un équipement de territoire parce que sa capacité à la fois de production, c'est-à-dire à la fois de subside par rapport à la cogénération, mais également à sa production sa capacité interne, je dirais, à épurer le gaz, peut être plus ou moins limitée en fonction de la gamme d'unités, pour justement pouvoir ravitailler des véhicules bio-CNG. La partie AgriGNV, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un condensé finalement entre différents postes, c'est-à-dire une unité de production, ça va être l'épuration du biogaz. Alors, on est en effet sur un système un étage. Pourquoi? C'est pour minimiser les coûts au maximum du fait d'avoir la possibilité d'avoir une infrastructure avec le coût le plus faible au niveau de l'épuration du biogaz. La question qui était posée à travers
la présentation, c'est que faire du CO2. En effet, le CO2 en fait est renvoyé sous forme de off-gaz à l'intérieur de la cogénération. Dans les faits, deux choix qui s'offrent à nous. Soit on le renvoie finalement directement en amont du moteur, ce qui va simplement produire une dilution, on va dire, de la quantité de CH4, mais qui va amener le même pouvoir PCS. Ou alors le renvoyer dans le ciel gazeux. En termes de biologie, ça ne modifie pas la biologie du fait qu'on renvoie un gaz, en fait, qui est un gaz inerte, dans les faits, qui est du CO2. Donc, ça ne va pas aller traumatiser les bactéries, finalement, qui font leur travail. Inévitablement, des calculs sont faits en amont pour voir l'impact que ça peut avoir sur la cogénération. Donc, typiquement, la taille d'unité, en l'occurrence celle-ci, a été dimensionnée pour justement ne pas du tout impacter la production de biogaz afin de préserver l'outil principal qui est donc la valorisation du biogaz en électricité. La partie importante, c'est que évidemment, le bio-GNV, pour pouvoir le vendre, pour pouvoir le distribuer, il doit respecter certaines normes, d'accord ? Ces normes, c'est des normes qui permettent de compter, alors là on parle de kilos, mais de compter des kilos de gaz finalement au véhicule et de pouvoir après opérer des transactions. Alors différentes possibilités s'ouvrent à nous, hein. Soit c'est des systèmes de contrats, on va dire de contrats communautaires, ou également possibilité de carte bleue ou en privatif suivant on va dire les options choisies au niveau de l'unité. Ce qui est important, c'est que l'unité est complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle va à la fois se gérer sur la production de biogaz et à la fois se gérer sur la demande de la cogénération. Encore une fois, c'est un matériel qui vient en parallèle, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pénaliser non plus la cogénération et la production de biogaz. Ça, c'est un point important. Et là, ça fait partie du cahier des charges, on va dire, de l'unité principale. Une présentation, alors l'unité sera livrée courant juillet, donc pour le coup la présentation arrive un peu en avant, mais j'espère que vous pourrez tous aller faire votre plein et vous serez tous convaincus du GNC et du bio-GNC d'ici peu pour aller faire le plein sur la station. Alors l'équipement, c'est ni plus ni moins qu'un conteneur dans lequel l'intégralité des équipements est dedans, c'est-à-dire qu'on va avoir la partie épuration, odorisation, parce que tout gaz utilisé soit sous forme de combustible, soit sous forme de carburant, doit être odorisé, comme à votre gazinière. La compression haute pression, le stockage, parce que lorsque vous avez des véhicules à remplir, comme le présentait Mathieu, les réservoirs des véhicules sont des réservoirs qui sont à 200 bars. Donc, pour remplir les réservoirs à 200 bars, on doit nécessairement avoir des capacités de compression supérieures afin par vase communicant, je dirais, déverser la quantité de gaz présente dans les stockages de la station, déverser le surplus de gaz, je dirais, ou la différence entre la pression maximale stockée des réservoirs et la pression du réservoir du véhicule, pouvoir déverser de manière par vase communicant vraiment dans le réservoir du véhicule. Donc là, l'unité en l'occurrence aura la possibilité de remplir environ une petite dizaine de véhicules légers directement sur le stockage. Ce qui laisse justement un volume tampon pour laisser du fonctionnement et laisser de l'opérationnalité au niveau de la cogénération et des équipements pour pouvoir travailler justement correctement et faire en sorte que tout le monde s'entende bien sur un site. Sur une unité comme celle-ci, alors typiquement on a vu sur un budget, Mathieu le disait, nécessairement il doit y avoir potentiellement des équipements en amont. Ces équipements en amont peuvent être des systèmes de filtration ou des systèmes de séchage. En l'occurrence, la particularité sur le projet dont on a, c'est que ces équipements-là n'existaient pas. Donc, en fait, il y a eu une uniformisation du projet, du fait d'installer donc les équipements Valopac, Valogaz en amont qui vont mutualiser, on va dire, à la fois le gaz, pré-traiter le gaz pour la partie cogénération, avoir des taux de H2S qui sont relativement faibles, de l'ordre de 10 ppm en entrée des moteurs, et également en entrée de l'équipement, permettant donc d'avoir un gaz le plus sain possible, donc une quantité de bio-GNC la plus élevée possible. Pour des questions de qualité de gaz, la sortie du gaz en bio-CNG à la sortie de l'équipement est conforme en fait à une qualité de gaz de type H. Donc en l'occurrence supérieur à 98, quelques % de CH4 à l'intérieur du gaz. Tout en sachant qu'un gaz de type H et un gaz de type L, alors qu'un gaz de type B en France, sont parfois boostés avec d'autres gaz qui peuvent être du propane par exemple. Sur l'équipement, si vous avez plus de questions techniques, on pourra échanger dans la phase questions ou dans la partie fonctionnement.
je vais déborder sur le temps. Donc, merci à tous pour la présentation. Mes coordonnées sont sur la présentation. Aurore m'a demandé si elle pouvait communiquer la présentation. Il n'y a pas de souci et je reste avec vous pour la partie échange. Merci. Super. Merci beaucoup, Jean-René, pour cette présentation. Et en effet, Merci à toi. les présentations seront disponibles après l'événement. Donc, on vous les enverra dans quelques jours. Donc, voilà. Donc, nous sommes donc pour la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser si vous en avez. Donc, la première question, ce sera celle donc, de François Elie. Bonjour. Donc, le fait de réinjecter le CO2 dans le digesteur ne risque-t-il pas de perturber la biologie de celui-ci? Donc, Mathieu, je pense que tu peux démarrer là-dessus. Oui, donc je pense que Jean-René en a parlé rapidement, donc c'est peut-être mieux qu'il réponde. Mais bon, enfin de mon côté, en tout cas, je ne pense pas. Il faut quand même considérer qu'on part d'un biogaz, par exemple, à 45% de CO2 qui va augmenter à 50%. Les cinétiques de réabsorption du CO2 dans la phase liquide sont assez lentes. Donc, je suppose que ça ne va pas effectivement créer une acidification notable du digesteur. Mais je laisse Jean-René compléter. En effet, ouais, Mathieu, alors sur la partie méthanisation, c'est très clair. En fait, le principe même est en fait de diminuer, on va dire, les infrastructures, c'est-à-dire de pouvoir directement réinjecter en fait en amont du moteur. C'est-à-dire que le fait d'utiliser de repartir dans le digesteur ou dans le ciel gazeux, en fait, fait un volume tampon supplémentaire. Mais ce n'est pas, comment dire, c'est du dimensionnement, je dirais, et un peu du cas par cas. En soi, on pourrait injecter directement en amont du moteur, ce qui ne toucherait absolument rien, finalement, la partie digestion de gaz. Parfait, merci beaucoup. Alors, voilà, donc on va enchaîner, donc pourquoi pas sur la question de Mathieu pour Jean-René. Donc Mathieu, je te laisse la lire et la poser, vu que c'est la tienne. D'accord, je la lis mais j'y réponds pas. Sur quoi repose donc la rentabilité en France? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mécanismes de soutien? Je pense que les transporteurs routiers ont des impositions en termes de réduction, peut-être en fonction de leur taille. Voilà, comment finalement, dans l'aspect plus économique, tout cela se joue-t-il en France et comment ça va évoluer aussi? Alors, en fait, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, typiquement en France, les modèles aujourd'hui d'équipement qui marchent qui sont économiquement, on va dire, les plus viables, c'est en fait de passer avec des équipements de plus grosse capacité. Parce qu'en fait, l'impact coût n'est pas très important, je dirais, entre le fait de passer un Agrigène V20 et un Agrigène V40. Donc, par définition, on double la capacité et on ne double clairement pas le prix. Donc, déjà, ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, en France, il y a des mécanismes d'aide qui sont, on va dire, au cas par cas selon les régions. Mais il y en a qui existent. Il peut y avoir des subventions de l'ordre de 30 à 40%, voire un peu plus, mais également certaines qui n'ont pas du tout de subvention. D'accord ? Aujourd'hui, il y a des particularités, c'est-à-dire que le bio-GNC sorti de méthaniseur pourrait être exonéré de taxes, c'est-à-dire que finalement le prix vendu serait un prix TTC, mais en fait la récupération de taxes serait directement au producteur. Et donc ça, c'est un aspect qui est quand même relativement important. Ensuite, c'est sur l'aspect coût, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie est un point important et de plus en plus de sociétés, de grosses sociétés, sont ce qu'on appelle des sociétés à mission, qui doivent diminuer les impacts carbone. Et tout le monde en fait rentre dans cet univers-là, ce qui fait que sur des petites unités de ces capacités-là, ils arrivent à vendre du gaz de l'ordre entre 1 euro et 1,20 € du kilo de gaz, ce qui est largement au-dessus finalement des 60 ou 70 centimes de kilo que tu pouvais présenter. Donc voilà, ça joue inévitablement. On ne va pas sur des très très grosses rentabilités. C'est-à-dire que communément là-dessus, pour ceux qui le souhaitent, on pourra faire l'exercice de comparer ça, on va dire, au surinvestissement d'une cogénération de quantité équivalente permettant justement de valoriser la même quantité de gaz. Dans les faits, on va être sur des bilans équivalents. Mais c'est surtout d'avoir la possibilité de montrer en fait sur les territoires que cette énergie-là est possible. Et en fait, c'est typiquement ceux qui ont installé des agri-GNV aujourd'hui en France. On a 4 livraisons qui vont être courants cette année en France sur des agri-GNV de type 40. Souvent, justement, derrière, ça part vers le fait de dynamiser, je dirais, la partie CNG avec des stations réseau de plus grosse capacité. Parce qu'en fait, les sociétés, je pense à des collectes de lait, par exemple,
sont très intéressés par rapport à ça, parce que c'est des gens qui touchent le monde agricole, et ça leur permet finalement de décarboner leur activité, mais également décarboner leurs produits. C'est surtout là-dessus finalement où il y a un aspect relativement fort, on va dire, de ça. Tout en sachant que un transporteur a pour objectif de diminuer son empreinte carbone. Néanmoins, son empreinte carbone va diminuer du fait des commanditaires. Un commanditaire, c'est la personne qui va demander de transporter quelque chose d'un point A à un point B. Alors, je pense à des sociétés comme L'Oréal, je pense à des sociétés comme McCain, je pense à des sociétés comme Nature et Découverte, Leroy Merlin, voilà, qui demandent que expressément leur transport soit décarboné. Donc, la réponse des transporteurs est rapidement faite. L'électrique, ils n'ont pas les outils leur permettant de répondre aux besoins. L'hydrogène est à ce jour nettement pas assez mûr, je dirais, pour répondre à ces engagements-là. Donc, le CNG et le bio-CNG est la solution, je dirais, permettant aujourd'hui de répondre à ces enjeux. Voilà. Je me permets de prolonger un petit peu la question rapidement. Finalement, au reste du monde, puisque vous avez des développements à l'international, est-ce que c'est un peu les mêmes mécaniques dans d'autres pays qui sont demandeurs de bio-CNG? Oui. Oui, notamment. Alors, il va y avoir vraiment deux choses. C'est-à-dire que là, on va pouvoir se confronter finalement à l'utilisation du LNG. C'est-à-dire que le LNG n'existe finalement que par moyen de traverser les océans. Voyons-le de cette façon-là, c'est quand même l'un des enjeux permettant de transporter du gaz. Donc, nécessairement, dans certains pays, alors là, je pense aux Philippines, je pense à différents pays où, en fait, il y a des productions de gaz qui sont très importantes, très mal maîtrisées, où justement, des équipements comme ceux-là, en fait, sont des équipements qui permettent de décarboner les territoires et de faire tourner, en fait, les véhicules de territoire. Alors, c'est des projets que je ne peux pas forcément communiquer là, mais ça concerne finalement des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2 qui sont rejetées à l'atmosphère, auxquels il y a des véhicules qui passent tous les jours, des SMI qui passent tous les jours, où il y a besoin justement de créer ces outils-là. Donc, ces outils-là, ils peuvent avoir une vision économique, certes, mais ils peuvent aussi avoir un enjeu vraiment écologique dans le sens où on peut permettre d'améliorer, on va dire, et d'apporter des solutions pour décarboner les territoires sur certains pays en développement. Ensuite, sur des pays beaucoup plus mûrs, je dirais, par exemple, on va parler en République tchèque, beaucoup plus mûrs, qui sont en développement. La République tchèque, par exemple, est un pays qui accepte relativement bien ce produit du fait du développement entre l'injection et la partie production de bio-GNC, quitte à pousser, on va dire, vers des solutions de gaz porté, c'est-à-dire de transporter finalement ce gaz qui est produit à un endroit A et le mettre sur un hub qui serait sur un poste d'injection qui serait à quelques kilomètres. Alors, ce que je viens de dire, il faut évidemment le pondérer en fonction des kilomètres qu'il faut parcourir, en fonction de la typologie, etc. et des volumes. Mais c'est pas inintéressant et je pense, en tout cas, Prodeval, on pense que ça sera un des sujets d'avenir pour apporter finalement le fait que la production ne sera pas forcément à l'endroit où on en aura besoin. Est-ce qu'on est obligé de passer par du liquide? Est-ce qu'on sera obligé de passer par d'autres systèmes de stockage parce qu'il en existe d'autres? Je suis pas capable de répondre totalement à cette question-là, mais en tout cas, ça fait partie de nos développements. Donc, je rebondis sur la partie bio-LNG, Mathieu. Oui, c'est très intéressant. Néanmoins, aujourd'hui, en termes de rentabilité, je dirais, et de coût, c'est quand même, ça se cherche vraiment. Autant l'agri-GNV est un équipement qui peut se rentabiliser. Le bio-LNG aujourd'hui, les liquéfacteurs, parce que là, pour le coup, on serait en nano-liquéfaction, et la nano-liquéfaction a quasiment le coût d'une micro-liquéfaction, voire d'une liquéfaction. Et pour vous donner un ordre d'idée, la nano-liquéfaction, il faut aller liquéfier environ 900 à 1000 neuromètres cubes par heure de gaz pour entrer dans cette catégorie nano-liquéfaction. Donc, les solutions existent. Il y a des sociétés qui le font. Alors, on peut parler de Cryostar, par exemple, voilà. Mais on est en veille, mais aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, on met pas d'efforts supplémentaires là-dessus, du moins en France et en Europe.
des sujets se posent très clairement, par contre, aux US, parce que là, pour le coup, il y a d'autres demandes, on va dire. Mais sur le marché européen, ouais, aujourd'hui, on reste en veille, quoi. On aurait les équipements, dans le catalogue, il y a des équipements qui permettent de faire ça, mais on reste en veille. Voilà. Oui, rapide complément juste pour le public. C'est vrai qu'aujourd'hui, les retours de terrain que j'ai au niveau du LNG et pas du bio-LNG sont qu'il y a vraiment des investissements massifs qui se sont décidés et qui se décident. Et donc, le LNG, a priori, nous accompagnera au moins jusqu'en 2050. Tout à fait, ouais. Ok, merci pour cette précision, merci pour votre réponse. Alors ici, il y a une question de Jean-François Piret. Donc, au niveau européen, y a-t-il une réelle intention de considérer le CNG et le bio-CNG pour répondre au problème du réchauffement climatique? Sans cela, j'ai l'impression que les véhicules au CNG resteront toujours anecdotiques vu la démarche tout électrique actuelle. Et donc, Mathieu, je pense que tu avais déjà un peu abordé cette question et donc je te laisse répondre. Oui, mais donc je rappellerai juste effectivement cette méthode de mesure des émissions au pot d'échappement qui pose un gros souci. Ça, c'est le premier point. Après, voilà, le sentiment que nous, on a suivant évidemment les travaux, les groupes de travail de la Commission européenne, c'est que le véhicule léger se dirige quand même majoritairement vers de l'électricité. Par contre, il y a quelque chose à jouer au niveau du fret, transport routier, etc. Voilà en fait tout ce que je peux dire pour résumer. Je ne sais pas si Jean-René veut compléter. Alors je complète rapidement sur ça en disant que il est trop tard pour avoir une seule et unique énergie, très clairement, dans le sens où je pense que les énergies ressortiront en fonction des territoires. C'est-à-dire que typiquement, Mathieu, là où tu es aujourd'hui, ça serait très compliqué d'avoir un véhicule électrique et d'avoir un usage tous les jours de ce véhicule électrique-là. Le véhicule CNG peut s'imposer sur un territoire. En plein centre de Bruxelles, ça n'a pas forcément de sens de rouler avec des véhicules légers avec du CNG. L'électrique peut être intéressant, mais par contre, pour des gens qui sont à quelques kilomètres et qui font X kilomètres par jour, etc., le CNG peut s'imposer. Donc en fait, il n'y a pas de… Évidemment, il y a une compétition et il faut essayer de s'en sortir de cette compétition-là parce que dans le sens où aucune énergie ne nous sauvera, si je peux dire, si je mets ça d'un point de vue négatif. Par contre, c'est justement l'homogénéité de ces énergies et les réfléchir de façon à développer les territoires. Et qu'un territoire, notamment justement un agri-GNV par exemple, peut répondre à un besoin sur un territoire de distribuer du carburant alternatif à ce qu'on connaît. Et ça, clairement, en fait, c'est un peu nous, ce qui nous motive chez Prodeval, c'est de trouver, et d'autres sociétés, que ce soit nous et des confrères d'ailleurs, parce que je pense qu'on a la même motivation sur ce sujet-là, et pour justement développer ça et de permettre d'avoir des solutions de plus en plus, on va dire, reliées avec les territoires. Et ça, je pense que c'est important de le considérer aussi de cette façon-là. Oui, tout à fait. Et je dirais qu'aujourd'hui, le futur du gaz, et les gaziers l'ont bien compris, il se joue beaucoup sur la complémentarité avec l'électricité renouvelable intermittente. Et donc, évidemment, ça va être question de territoire à chaque fois, puisque les lignes à haute tension ne sont pas partout. Il va y avoir des zones géographiques plus faibles. Et après, tout ça doit être vu en fonction aussi du territoire en termes d'agriculture. Et c'est ainsi qu'effectivement, il y aura certainement il n'y a pas une solution, finalement, il y a des solutions pour des territoires. Parfait. Alors ici, nous allons aborder la dernière question de ce webinaire. Alors pour les participants, je vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage pour y répondre à ceux que j'ai publiés pour que vous donniez votre avis sur l'événement proposé aujourd'hui. Et donc, la dernière question est celle de Gérard Hubault, et donc un peu plus générale, pour Valbiom. Est-ce que Valbiom a déjà évalué le potentiel des sous-produits verts méthanisables, principalement gazon, déposés dans les parcs à conteneurs? Oui, tout à fait. Donc, on avait publié en 2015 ou 2016, je pense, un cadastre. Je ne faisais pas encore partie de l'équipe. Et puis, on a repris ce cadastre pour l'étude potentielle de biométhane injectable en Belgique qui a été publiée il y a 2 ans. Et donc, voilà, on a actualisé un peu tout ça. Alors oui, tout ça est comptabilisé. Pour résumer, sur les 8200 gigawattheures de potentiel de biogaz total identifié en Wallonie,
Les déchets de parcs à conteneurs représentent en gros 35 gigawattheures, donc 35 sur 8200. Donc voilà, c'est très marginal. Après, là où il y a un potentiel plus important, mais ça ne se retrouve pas dans les parcs à conteneurs, c'est sur les tontes de bord de route. Il y a des développements, bon, on voit ça en France, il y a aussi des actions menées en Wallonie. C'est encore peu développé, mais il y a un potentiel qui est nettement plus important que sur ces déchets verts de parc. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et bien, du coup, sur cette réponse, je pense que nous pouvons conclure ce webinaire. Donc, merci à tous les participants pour votre présence. Merci à Jean-René et à Mathieu pour leur présentation et leurs réponses lors de la session questions-réponses. Et merci à tous pour votre intérêt pour ce tour de la biométhanisation 2021 100% virtuel. Et j'espère l'année prochaine pouvoir vous accueillir en vrai sur de belles unités de biométhanisation. Donc, une très belle journée à tous et à bientôt. Merci à tous. À bientôt.